bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année, cette nouvelle séance. Donc on parlera toute cette année de secteur noir. Alors qu'est-ce que c'est que le secteur noir? Vous avez la matière noire qui est illustrée ici, avec deux galaxies entourées d'un halo de matière noire, et puis l'énergie noire dont le but est d'accélérer l'expansion de l'univers, dont on va parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais faire un overview, enfin un survey très large de tout ce qu'on va dire pendant cette série de cours et de séminaires. Donc d'abord l'énergie sombre. On va montrer qu'elle a été découverte en premier, en fait, avant même la matière noire, dans les années 1920, 1917, 1920. Donc je ferai une parenthèse historique après avoir présenté un peu de quoi on parle. Et de même pour la matière noire, en fait, on fait remonter à 1937 la découverte par Zwicky de cette matière, mais en fait, elle n'était pas faite de particules exotiques à l'époque. Ce n'est qu'en 1985 que l'on a compris que c'était des particules qui n'étaient pas exactement la matricule ordinaire. Donc, on va revoir un peu cette découverte en 98, redécouverte de l'énergie noire qui accélère l'expansion. On fera une petite analogie avec l'inflation pour mieux comprendre les processus et on aura quelques pistes pour les solutions. Donc déjà, pour rappeler un peu la composition de l'univers, nous avons 5% de matière ordinaire. Quand on parle de matière ordinaire, on parle de la matière dont nous sommes faits ici, des neutrons, des protons, dont les particules élémentaires sont les quarks, mais enfin on n'en parlera pas. Et on appelle cette matière ordinaire les baryons. Baryons, c'est lourd, c'est les neutrons, protons, sont les particules lourdes. Donc on va appeler, pour simplifier, matière ordinaire, ce sera baryon. Et la matière noire qui est faite de particules exotiques, ce sera 25% du contenu de l'univers. On le voit ici, parce que les lentilles gravitationnelles nous permettent de faire des cartographies de matière noire, en bleu ici. Et puis l'énergie sombre, dont on ne sait absolument rien, mais qui nous permet d'expliquer l'accélération de l'expansion. Alors tout ça, ça se quantifie en une quantité oméga, qui est une quantité sans dimension. Donc on fait le rapport oméga entre la densité d'un composant et la densité critique, qui normalement clôt l'univers. Et cette densité critique, pour donner un ordre de grandeur, donc c'est 10-29, donc 29 zéros en dessous, 10-29 grammes par centimètre cube. Vous voyez, la densité de l'eau étant 1 gramme par centimètre cube, on s'aperçoit que l'univers est très très vide et très dilué. Donc, quand on parle de ces pourcentages, 5%, 25%, 70%, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a cette pourcentage. Alors, l'énergie noire, elle est en orange ici. Les baryons sont en bleu, 5%. La matière noire, 25% en vert. Et c'est aujourd'hui. Alors, pourquoi aujourd'hui? C'est que lorsqu'on regarde en fonction du temps, ici, vous avez le temps, c'est-à-dire le redshift Z. Le redshift Z, c'est le décalage vers le rouge. J'appellerais ça redshift pour aller plus vite. Mais vous savez que dans l'expansion, les raies sont décalées vers le rouge et c'est comme ça qu'on compte le temps. En fait, ce qui est le plus loin est plus décalé vers le rouge et donc on remonte le temps. Donc ici, vous avez le Big Bang, ici aujourd'hui, et vous avez mis en log 1 plus Z et on a mis les densités. Alors vous voyez que les densités, la matière est conservée, toutes les matières sont conservées, donc lorsqu'il y a expansion, le volume croît. La taille caractéristique de l'univers, elle est en 1 sur 1 plus Z, parce que simplement, c'est la longueur d'onde qui est décalée vers le rouge, qui dilate l'espace, c'est donc la longueur d'onde est dilatée avec l'espace, et donc l'espace, la taille caractéristique, c'est une fonction d'1 plus Z, la longueur d'onde qui est décalée vers le rouge. Donc la densité de matière en vert ici, eh bien, comme la matière est conservée, la densité va décroître comme 1 sur R3, le volume. Donc, on a quelque chose qui descend en 1 plus Z au cube. La densité du rayonnement, le nombre de photons, pareil, il est en 1 sur R3, puisque c'est dilué avec le volume. Par contre, la longueur d'onde, on a vu dans la dilatation, la longueur d'onde d'un photon qui était bleu va grossir et devenir rouge. Donc, l'énergie, qui est h nu ou 1 sur lambda, va être encore en 1 plus Z. Donc, le rayonnement, il décroît en 1 plus Z4. Et non pas en 1 plus Z3. Donc, ce qui vous montre qu'il y a un certain moment où le rayonnement au départ au Big Bang domine, puis ensuite vous avez une égalité entre matière et rayonnement. C'est vers un redshift Z de 4000 environ. Et puis il va devenir négligeable. Donc là, on a matière domine. Alors par exemple ici, on a en rouge le rayonnement, ici les baryons en bleu, la matière. On voit que l'énergie noire est complètement négligeable au début de l'univers. Pourquoi? Parce qu'elle est constante, elle ne varie pas avec le... Enfin,
avec ce qu'on sait de l'énergie noire aujourd'hui, elle est compatible avec une constante. On verra plus tard qu'on aimerait savoir justement si elle varie ou tout, mais tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est compatible avec cette constante. Donc on va supposer qu'elle est constante pour l'instant, ce qui n'est pas sûr. Mais donc cette énergie noire, elle n'existe pratiquement pas, elle est négligeable ici. Puis bientôt, on voit bien que si on va à 10 fois l'âge de l'univers, eh bien cette énergie noire sera dominante. Tout le reste, la matière et rayonnement seront négligeables. Donc dans peu de temps, 10 fois quand même l'âge de l'univers, nous aurons 100% d'énergie noire. Donc on sera dominé par l'énergie, il n'y aura plus de matière, il sera trop dilué. Alors, que se passe-t-il aussi au départ? Vous avez sans doute vu cette évolution de l'univers un petit peu schématique, où on voit un Big Bang ici, une grande explosion, et puis peut-être une inflation, dont nous parlerons un petit peu à la fin de cet exposé, et que sans doute le séminaire de Vincent Bénin tout à l'heure va parler. Et puis, on sait qu'au début de l'univers est très chaud, et la matière ordinaire est ionisée. On a des protons et des électrons plutôt que des neutrons. Donc, on a une interaction entre la lumière, les photons, et puis les particules ionisées. C'est un plasma. Donc avec les forces électromagnétiques, le photon interagit beaucoup. Et donc vous avez quelque chose qui est opaque. C'est ce fameux vert et bleu là, qui sont les fluctuations que l'on voit lorsqu'on regarde le fond cosmologique micro-ondes qui a été détecté par les satellites comme COBE, WMAP et Planck. Donc ici, et puis ensuite, que se passe-t-il à 0,4 millions d'années, c'est-à-dire 380 000 ans après le Big Bang? Eh bien, l'univers étant en expansion, il se refroidit, il arrive à 3000 degrés, ce qui correspond à un redshift de 1000 environ. Et donc, à ce moment-là, il y a recombinaison, les protons et les électrons se recombinent en un atome d'hydrogène. Donc, comme c'est neutre, ça va beaucoup moins, ça va se découpler de la lumière. On n'est plus chargé, donc on va se découpler. Donc là, on se découple et on a ce qu'on appelle un âge sombre, qui est représenté ici par un trait sombre. Et puis ensuite, les premières étoiles viennent après, puis les premières galaxies, etc. Donc ce que je voulais dire ici, c'est que cette partie-là d'univers opaque, donc univers ionisé et qui interagit avec les photons, que se passe-t-il? Eh bien simplement, les photons, la pression de radiation empêche la matière ordinaire de se concentrer. Par exemple, dans un puits de potentiel, normalement, l'autogravité permettrait à la matière, par sa propre gravité, de se concentrer dans un puits de potentiel comme ça. Et en fait, non, la pression de radiation repousse. Il va faire un petit peu comme un ressort, comme vous voyez ici. Et ce qu'on va avoir, c'est des ondes de pression. On appelle ça oscillation acoustique. C'est des ondes de pression entre les photons, la lumière et les baryons. Et quand on regarde le fond micro-ondes cosmologique, on voit que le signal, ici, en fonction de l'angle, alors ici vous avez 1 degré, 90 degrés et 0,07 degrés, donc les grands angles, eh bien on a ces ondes acoustiques que l'on voit. On l'a vu dans le satellite Planck, par exemple. Alors, je le note parce que, justement, l'onde principale acoustique va nous servir comme règle standard et va nous donner, par exemple, le fait que la courbure de l'univers est nulle. Donc, on a déjà un paramètre que l'on va inscrire ici. Vous avez le fond cosmologique qui a été le ciel entier, là, qui a été cartographié par le satellite Planck. Alors, parfois, ce fond cosmologique micro-ondes, vous voyez en anglais ça fait Cosmic Microwave Background ou CMB. Bon, peut-être qu'il y a des diagrammes qui vont arriver avec CMB, donc je préfère le dire tout de suite, mais c'est le fond micro-ondes cosmologique, le fond vestige du Big Bang. Donc ce fond-là, quand on regarde bien notre règle, qui est la longueur d'onde de l'horizon, c'est-à-dire l'horizon sonore, c'est la plus grande taille qu'a pu parcourir le son depuis le Big Bang jusqu'à ce temps-là, qui est 380 000 ans après le Big Bang, le temps de recombinaison. Alors, la vitesse du son dans un plasma, on la connaît. C'est la vitesse de la lumière sur racine de 3, bon, c'est connu. Et donc, on sait quelle est la taille qu'il a parcouru le son depuis ce moment-là. Alors ça va nous servir de règle. Pendant tout l'univers, on va se servir de cette règle. Cette règle est bien connue. Alors, on la regarde et on voit que ça fait 1 degré. La principale onde fait 1 degré. Alors, si on regarde cette onde d'1 degré, là, ça veut dire que, eh bien, les photons nous arrivent en ligne droite. Si l'univers était courbe, vous auriez l'angle en gris ici, qui serait plus petit que 1 degré, et on aurait un angle qui serait repoussé vers ici. Donc vous voyez, la précision de cette mesure de l'onde acoustique, la principale, eh bien, nous dit que l'univers est plat, c'est-à-dire que la courbure est nulle. Évidemment, elle est nulle à grande échelle. Si vous allez près d'une étoile, comme le Soleil, on sait que la lumière sera déviée, ou un grand amas de galaxies, mais en grande échelle,
la lumière se déplace en ligne droite, c'est-à-dire que la courbure est nulle. Alors tout ça, c'était pour présenter un petit peu ce qu'on sait, mais je voudrais faire une petite parenthèse historique pour montrer comment on a découvert cette énergie noire très tôt, en fait. Alors, on va remonter d'un siècle en arrière, puisque en 1920, on ne connaissait déjà pas grand-chose. Pas grand-chose, on ne savait même pas que les galaxies existaient, donc c'est quand même incroyable qu'on sait énormément de choses depuis un siècle. Alors pourquoi? Parce qu'en 1920, on n'avait pas encore des distances. On avait sur le ciel, vous avez un ciel étoilé avec des nébuleuses. On avait une grande barre dans le ciel qui est la Voie lactée, une grande barre blanche. Et puis des nébuleuses comme les nébuleuses d'Orion qui sont du gaz ionisé qui émet de la lumière. Et puis des nébuleuses qu'on a appelées nébuleuses d'Andromède par exemple. On ne la résolvait pas en étoile, donc on ne peut pas savoir que c'était une galaxie. Aujourd'hui, on sait que c'est une galaxie. Et là, ça apparaissait comme un nuage de gaz. Et la Voie lactée était toute petite. Par exemple, Herschel avait essayé de regarder la taille de la Voie lactée en regardant les étoiles autour du Soleil. Et comme il y avait beaucoup de poussière, il ne s'était pas attendu à ce qu'il y ait beaucoup de poussière qui obscurcissait la lumière, eh bien, il lui semblait que le Soleil était au centre de la Voie lactée et que finalement la Voie lactée était toute petite, elle s'arrêtait là où la poussière avait obscurci les étoiles. En fait, le premier qui a vu que c'était faux, c'était Chapley, qui avait regardé les amas globulaires. Les amas globulaires ne sont pas dans le plan de la galaxie, donc ne souffrent pas de l'obscuration de la poussière. À ce moment-là, il s'était rendu compte que ces amas globulaires, ils étaient tous centrés sur un point qui était loin du Soleil. Donc la Voie lactée était beaucoup plus grande que prévu. Donc il pensait que toutes les nébuleuses étaient dans la Voie lactée. Et puis l'autre cas du débat, là, c'était Curtis qui disait « c'est pas possible, il doit y avoir d'autres galaxies comme la nôtre, comme la Voie lactée, en dehors ». Et par exemple, la mesure que Westo-Slipher avait faite, en regardant les raies d'émission de ces nébuleuses, eh bien, par effet Doppler, elles semblaient reculer, partir à partir de nous des vitesses de 1000 km par seconde, 2000 km par seconde. C'était fou, ça voulait dire que certainement, elles ne pouvaient pas rester dans la Voie lactée avec cette vitesse, c'était bien supérieur à la vitesse du Viriel, c'est la vitesse de rétention de la Voie lactée. Donc il y avait ce débat, et qui a pu la résoudre? C'est grâce à Henrietta Leavitt, qui était une astronome qui regardait les catalogues d'étoiles. Donc elle a regardé des milliers d'étoiles, et elle a découvert des étoiles périodiques dont la luminosité est variable, de façon sinusoïdale. Et elle a remarqué, alors la période de cette sinusoïde, de la variation, elle est de l'ordre du mois. Elle avait regardé au moins 2000 étoiles qui variaient comme ça, et elle avait remarqué que la durée de la période était proportionnelle à la luminosité intrinsèque de cette étoile. Donc ça, c'est très, très intéressant, car ça vous donne un indicateur de distance. Il suffit de mesurer la période, et on a, avec la luminosité apparente que vous observez, et vous avez la luminosité intrinsèque, vous avez la distance. Alors cet indicateur de distance, qui n'était pas encore accepté au début, c'est pour ça que Chapley et Curtis se débattaient encore, elle l'avait quand même découverte en 1909, eh bien, c'est Hubble, Edwin Hubble, qui a eu l'idée d'essayer de détecter ces fameuses céphéides dans les galaxies proches, enfin les nébuleuses proches à l'époque. La première qu'il a vue, c'est NGC 6822, une galaxie de groupe local, en 1924. Puis en 1926, il a regardé M31, M33, on sait que c'est des galaxies aujourd'hui. Il a découvert donc des céphéides, déduit la distance, et c'était 2 millions d'années-lumière. Donc on a bien vu que c'était Curtis qui avait raison. Et puis, peu à peu, il a regardé aussi les vitesses qu'avait mesurées Westo-Slipher, et regardé qu'en regardant beaucoup de galaxies, il a trouvé qu'il y avait une loi de proportionnalité entre la distance de ces galaxies qu'il avait par les céphéides et puis la vitesse de récession qu'avait mesuré Slipher. Vous voyez un peu la proportionnalité. C'était très bruyant, il y a beaucoup de bruit. Et il y avait une constante là qui était de 500 km par seconde par mégaparsec, millions de parsecs. Un parsec, c'est 3 années-lumière. Donc ça vous donne un petit peu les distances. Et on voit qu'aujourd'hui, on a bien cette même constante de Hubble-Lemaitre, mais qui est de l'ordre de 70. Donc il y avait presque un facteur 10. C'était faux d'un facteur 10. Bon, vous voyez que les mesures quand même étaient primaires. Alors pour lui, en 1929, il établit et il dit que une vitesse proportionnelle à la distance, ça veut dire que tout s'éloigne, l'univers est en expansion. Mais lui, il pensait encore en effet Doppler. C'est l'abbé Georges Lemaitre ici qui a eu l'idée, parce qu'en fait, il avait déjà étudié la relativité générale d'Einstein en 1915,
Et puis, il avait aussi, il était allé en postdoc après avoir fait sa thèse, il est allé en Californie, il avait vu les observations de Hubble, il avait fait le lien. Il avait dit certainement c'est l'espace qui se dilate, et donc ce n'est pas un effet Doppler, mais les galaxies ne bougent pas. Elles ont l'air d'avoir une vitesse de 2000 km/s, mais en fait elles ne bougent pas, c'est l'espace qui se dilate, et on a l'impression que l'univers que les galaxies s'éloignent de nous, mais en fait non. Enfin, elles s'éloignent, mais par la dilatation de l'espace. Donc lui, il avait regardé dans le passé et dit, ben, si c'est comme cela, dans le passé, il doit y avoir, tout notre univers doit être dans un endroit très dense et très chaud, qu'il appelait l'atome primitif. Alors c'est appelé Big Bang bien par la suite par Fred Hoyle, qui n'y croyait pas du tout, donc il voulait s'en moquer. Il disait, hop, c'est une explosion, un Big Bang, et finalement, c'est resté. Alors depuis 2018, on a reconnu l'importance de Lemaître, qui avait le premier découvert la réalité de cette dilatation de l'espace. Alors si je reviens un peu sur justement la découverte de cette énergie noire ou de ce lambda, eh bien c'est Einstein qui est le premier à eu cette idée-là. Alors pourquoi? En fait, il avait un parcours un peu tordu puisque en 1917, après avoir écrit l'équation de relativité générale que vous avez ici, alors qu'est-ce que ça veut dire cette relation? Ça veut dire que la gravité, ce n'est pas une force comme la force électromagnétique seulement, mais c'est une déformation de l'espace. On fait appel toujours de manière à imager un espace à deux dimensions. Et à chaque fois qu'il y a une étoile, l'étoile elle courbe un peu l'espace à deux dimensions comme un tapis. Et donc, toute la matière, les photons, etc., suivent un peu les géodésies qui sont attirés en quelque sorte par la masse. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que la courbure, donc tout ce que vous avez à gauche, c'est la courbure de l'univers, tensoriel, etc. Et puis, de l'autre côté, à droite, vous avez tout le contenu de l'univers, masse, énergie, impulsion, etc., qui est représenté par le tenseur Temni aussi. Donc, il a essayé en 1917 de résoudre cette équation en disant ça doit s'appliquer à l'univers. Qu'est-ce que je vais trouver comme équation? En fait, surprise, il a vu que les solutions n'étaient que soit un univers en expansion, soit en contraction. Il a dit c'est pas possible. À l'époque, on n'avait pas encore découvert l'accélération, enfin l'expansion de l'univers, puisque c'est 1929. Donc il s'est dit, ça doit être statique, donc je vais devoir ajouter une constante. Il rajoute cette fameuse constante lambda pour avoir un univers statique, qui ne bouge pas. Donc la constante de Hubble est nulle, il n'y a pas d'expansion. Et il y avait une courbure très positive, c'est-à-dire si on dit que toujours l'univers c'est à deux dimensions, c'est une sphère. En fait, on peut aller d'un côté, on revient de l'autre, on revient sur ses pas, donc il est fini. Mais en fait, on va s'apercevoir qu'il est très très instable. Donc, ce n'est pas une solution. En 1917, De Sitter aussi avait dit bon, c'est facile, si je prends le lambda qu'a introduit Einstein, je peux très bien essayer de résoudre l'équation avec seulement lambda et j'annule complètement la masse et la densité de masse, d'énergie, etc. C'est zéro. Il suffit d'avoir le lambda. À ce moment-là, quelle est la solution de l'équation? C'est un univers qui est en expansion accélérée. Une exponentielle comme ça, et la constante de Hubble, c'est justement proportionnel à la racine carrée de lambda. Alors ça, c'est une très bonne intuition, parce que c'est exactement l'univers vers lequel nous tendons, puisqu'on a vu que lorsque la matière sera complètement diluée, il n'y aura plus que de l'énergie noire, et ce sera exactement un univers de De Sitter. Il y avait quand même, en 1922, quelqu'un qui avait résolu l'équation d'Einstein, même avant qu'on découvre l'expansion, qui était Alexander Friedmann, et qui a résolu tout cela avec toutes les variables. C'est-à-dire qu'il a pris la géométrie de l'univers, une courbure négative, nulle, positive, ou alors les lambdas négatifs, positifs, nuls, etc. Ici, on voit les modèles qu'au XXe siècle, les gens avaient retenus, c'est-à-dire sans le lambda. Le lambda a été rapidement éliminé, puisqu'on s'est aperçu en 1929 qu'il y avait une expansion de l'univers, donc on n'avait pas besoin de rajouter lambda. Il y avait le modèle d'Einstein-De Sitter, par exemple, qui était justement avec un lambda égale 0 et puis une courbure nulle, mais une densité de matière qui faisait la densité critique. Mais lorsque cet article-là de Friedmann a paru dans Zeitschrift für Physik en allemand, Einstein l'a lu et s'est dit mais c'est complètement faux. Donc il a écrit un article dans ce même journal en disant qu'il s'était trompé, que Friedmann s'était trompé. Heureusement, il a reconnu après, en écrivant dans le même journal, que c'était lui, Einstein, qui avait fait une erreur et que c'était vraiment que Friedmann avait raison. Donc en 1933, donc, lorsque l'expansion de l'univers a été découverte par Hubble,
Einstein s'est dit, bon, ben, c'était une erreur d'introduire ce lambda. Donc vous voyez, cette énergie noire qui était là, finalement, elle a disparu après un certain nombre d'années, vu que le maître avait compris que c'était la dilatation de l'espace qui était l'expansion de l'univers. Et puis, il faut dire que Einstein ne voulait plus de lambda du tout, ça enlaidissait la théorie. Par contre, Georges Lemaître avait l'intuition qu'on aurait besoin du lambda, quand même, il fallait prendre tous les paramètres possibles. Alors justement, quelles étaient les équations? J'en mettrai pas beaucoup l'équation, mais enfin, on peut mettre celle de Friedman, qui était, donc ici, vous avez R, la taille caractéristique de l'univers, vous avez R seconde, c'est-à-dire l'accélération, R point, c'est la constante de Hubble, c'est la constante d'expansion, et vous voyez ici, K, c'est la courbure, vous avez le fameux lambda, et puis vous avez ici la pression, la densité, etc. Donc, ce lambda nous servait à avoir ce modèle à courbure positive et statique. Et on voit que le lambda est homogène à C2 sur R2, un cas sans dimension. Donc on va voir plus tard comment on peut l'interpréter. Donc pour lui, Einstein, ben, il n'y avait pas H, tout ça était égal à 0, R point égale 0, R seconde est 0, donc c'était plus facile. Et donc, comme la constante de Hubble, c'est un peu l'inverse d'un temps, eh ben, le temps est infini, c'est-à-dire statique. Depuis l'infini jusqu'à l'infini, l'univers était statique pour Einstein. Donc, vous voyez un peu ces différents modèles dans le diagramme où on a le lambda ici et la densité de matière. On a l'univers de De Sitter qui n'a pas de matière du tout, qui est ici. Alors on sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la courbure de l'univers est nulle, donc on doit avoir la somme oméga lambda et oméga m qui fait 1. Donc on doit être sur cette courbe-là. Alors en effet, le modèle ici d'Einstein de Sitter, il est là. Et puis aujourd'hui, l'étoile, c'est le système standard d'aujourd'hui. On sait qu'on est à 30% et 70%, comme on l'avait dit au début. Alors cette énergie noire, déjà, on sait aussi qu'au début du XXe siècle, c'était la révolution de la mécanique quantique. Et Wolfgang Pauli, qui est ici, avait eu l'idée de dire, bon, il y a un certain lambda qui, lorsqu'on le met à droite dans l'équation d'Einstein, ça équivaut à une énergie. Or, on savait dans les expériences de mécanique quantique, dans les laboratoires, que lorsqu'on a enlevé toutes les particules, toute énergie, toute masse, etc., lorsqu'il y a le vide, en quelque sorte, eh bien, il y a une certaine énergie du vide, une fluctuation d'énergie du vide. Ces fluctuations sont dues au théorème d'Ehrenfest, en fait, l'incertitude d'Heisenberg plutôt, qui dit qu'un petit delta E, petite fluctuation d'énergie, multiplié par un petit delta t en un tout petit temps égale à h bar. Donc c'est cette relation qui nous dit qu'en tout petit temps, vous pouvez créer, par exemple, fluctuation d'énergie qui peut être, par exemple, création d'une paire en particules-antiparticules, par exemple, qui ensuite qui se réannihile et qui redeviennent à zéro. Donc il y a des fluctuations d'énergie. Il a essayé de dire, bon, peut-être le lambda, c'est ça, c'est l'énergie que l'on voit en laboratoire, l'énergie du vide. Donc il calcule en disant, je vais sommer tous les point zéro de tout est oscillateur. Point zéro, ça veut dire qu'il n'y a pas de particules, rien, mais on va sommer toutes les fluctuations. Et ce qu'il trouve, c'est une énergie énorme. Donc quand on prend l'énergie du vide en mécanique quantique qu'on voit dans les laboratoires et qu'on essaie d'extrapoler à l'univers, on a une énergie tellement énorme, comme le lambda c'est C2 sur A, donc vous voyez que le rayon de l'univers est en 1 sur lambda. Si lambda est très grand, eh bien, A est très petit. Alors, il dit que l'univers d'Einstein n'arrive pas à la Lune, et en fait, même quand on regarde bien, c'était de 31 km. Donc on voit bien que c'était complètement impossible. Alors on pourrait se dire, dans les années 60-70, certains ont repris ce calcul, parce qu'on avait fait beaucoup de progrès en mécanique quantique. Il y avait la chromodynamique quantique, on savait que les particules élémentaires, c'était des quarks avec plusieurs saveurs, plusieurs couleurs, Donc on pouvait faire d'autres calculs. On a fait certains calculs, on ne savait pas à quel... il faut sommer tous les degrés de liberté, toutes les petites énergies, h bar oméga, des oscillateurs, mais on ne sait pas jusqu'où. Donc il y a quand même certaines incertitudes. Mais quelle que soit la façon de sommer, on peut en avoir entre 40 et 120 ordres de grandeur, et toujours très très grand par rapport au vide, l'énergie du vide que l'on mesure en astrophysique. Donc on ne comprend rien. Mais en tout cas, le vide quantique, il y a un problème pour essayer de le raccrocher aux observations de l'univers. Ou bien, une autre solution, c'était de dire, on avait vu dans l'équation, il y avait un lambda plus
une énergie plus une pression, peut-être qu'on peut avoir une compensation entre le lambda qu'on rajoute et puis le lambda qui vient de l'énergie du vide quantique. Enfin, ça fait un ajustement extrêmement fin de deux quantités qui sont extrêmement grandes pour obtenir quelque chose de très très petit. Alors, je signale ce livre parce qu'il y avait quand même une idée qui était peut-être intéressante, c'est que si on prend les modes normaux, prendre les degrés de liberté, on prend les modes normaux de fermions et des bosons, et certains ont dit que il y avait, les fermions étaient d'un certain signe, négatif, et puis les bosons positifs. Donc si on avait une parfaite symétrie entre bosons et fermions, on pourrait justement annihiler cette énergie du vide. Alors c'est ça qui a peut-être donné l'hypothèse de la supersymétrie, où à partir des particules élémentaires, toutes les édifices de particules élémentaires que l'on a dans le modèle standard, on peut supposer qu'il y a une supersymétrie avec des particules qui se correspondent, mais alors les fermions sont des bosons et ainsi de suite. Donc on aurait pu penser à avoir un équilibre, mais enfin de toute façon aujourd'hui la symétrie est quand même assez brisée. Alors pour l'histoire de la matière noire maintenant, on fait remonter donc au premier Zwicky qui a fait toute sa carrière, c'était un Suisse, mais a fait toute sa carrière aux États-Unis. Donc il était un des premiers à observer sur télescope. Il a observé l'amas de galaxies de Coma. C'est un amas assez riche. La dispersion de vitesse des galaxies entre elles est de l'ordre de 1000 km par seconde. Il mesurait toute la matière visible, donc les baryons, les étoiles, le gaz, et puis regardait quelle était la masse dynamique, la masse qu'il faut pour relier, c'est-à-dire que l'énergie potentielle égale l'énergie cinétique de ces galaxies, comme on peut mesurer leur énergie cinétique avec les vitesses. Et donc, le rapport masse dynamique sur la luminosité qu'il avait vu des étoiles, c'était 500 en unité solaire. Donc, pour le Soleil, c'est 1, une masse solaire pour une luminosité solaire. Pour certaines étoiles, ça peut aller jusqu'à 2, 3, 4, 5, mais pas plus. Donc, on avait un rapport 100, c'est-à-dire 100 fois plus de masse invisible qu'il fallait supposer pour tenir l'amas ensemble que par rapport à la matière visible. Un rapport 100, c'est quand même extrêmement grand, c'est-à-dire que c'était au-delà des barres d'erreur qu'il pouvait supposer. Donc il y avait quand même un très gros problème. Donc quelles étaient les solutions? Alors soit il y avait de la matière invisible dans les galaxies, ou alors on n'avait pas toute la matière parce qu'il y avait de la poussière dans les galaxies qui supprimait de la matière, la luminosité des étoiles, ou alors même il a remis en cause la loi de Newton. Peut-être que la loi de Newton n'est plus valable aux grandes échelles où on n'a jamais testé. Alors curieusement, les galaxies ne pensaient pas qu'on puisse avoir un test de matière invisible pour les galaxies. Ils pensaient que les étoiles, il y avait une certaine viscosité et que la courbe de rotation des galaxies ne donnerait rien. En fait, c'est plutôt Vérin-Rubin qui, dans les années 70, c'est-à-dire quand même 40 ans plus tard, a calculé exactement les courbes de rotation, c'est-à-dire que la rotation des étoiles et du gaz en fonction de la distance au centre, par exemple l'Andromède ici. Donc vous voyez qu'au début, on a une courbe qui correspond à peu près à la masse visible, et puis ensuite, eh bien, normalement, la masse visible descend, donc on devrait descendre de façon keplérienne, comme pour le système solaire par exemple, et pas du tout, on a quelque chose qui est constant. Mais vous voyez que la différence n'est pas un facteur 100 comme pour Zwicky, c'était un facteur 2, 3, et donc on était encore dans les barres d'erreur du rapport masse sur luminosité des étoiles. Là, on a quand même eu une petite idée qu'il y avait quand même de la masse invisible autour des galaxies. Et puis on avait, alors ici c'est une illustration justement de comment elle pouvait faire ses calculs, c'est-à-dire que vous avez une galaxie spirale qui tourne dans ce sens. Donc ce qui est bleu s'approche de nous, il a une fréquence plus grande. Ce qui est rouge s'en va, donc une fréquence plus petite. Et puis le jaune, c'est la vitesse systémique. Alors comme vous voyez ici, vous avez une galaxie en flux, l'intensité, et puis ici vous avez la vitesse, donc c'est bleu d'un côté, rouge de l'autre, vert au milieu, vert jaune. Et en fait, vous avez un côté qui tourne d'un côté, l'autre de l'autre, et puis en général, c'est pas tout à fait symétrique, mais on le replie pour faire symétrique et on a cette tourbe de rotation. Alors évidemment, on a été encore plus convaincus qu'il y avait de la matière invisible dans les galaxies avec le gaz, la radioastronomie. Donc il fallait sortir un petit peu des fréquences optiques pour aller en radioastronomie. On a découvert ça en 1951, qu'il y avait l'atome d'hydrogène, qu'on appelle H1, parce que c'est la première catégorie de l'hydrogène qu'on a, neutre, atomique. Donc il est comme un réservoir de gaz pour former des étoiles d'une galaxie. Donc il va beaucoup plus loin que le rayon optique. Vous avez ici
Messier 83, une galaxie optique avec son petit rayon. Et vous voyez que c'est le zoom là est au centre de la galaxie. Et ce que vous avez en orange, c'est la cartographie du gaz d'hydrogène atomique que l'on fait en radioastronomie. Par exemple, à Nancy, on observe cette raie de 21 cm, qui est la raie hyper fine de l'atome d'hydrogène du niveau fondamental. Et donc, cette raie nous permet de détecter tout ce gaz. Et donc, à ce moment-là, au lieu de s'arrêter à peu près ici, la galaxie optique, les courbes de rotation, là, on vous a envoyé un certain nombre, des centaines. Les courbes de rotation, elles sont plates très très loin, jusqu'à 40 fois kiloparsec, donc 4 fois plus que le rayon optique. Et donc ça a convaincu encore plus, c'était bien au-delà des barres d'erreur cette fois-ci, que toutes les galaxies étaient entourées d'un halo de matière invisible. Alors, ce n'était pas tout, hein. On a vu l'optique, on a vu le radio. Maintenant, on va regarder les rayons X qu'on a pu observer en 1966 avec les premiers satellites. Il faut sortir de l'atmosphère, parce que l'atmosphère absorbe les rayons X, heureusement pour nous, parce qu'ils sont assez destructeurs. Donc, on a lancé des satellites et on a regardé, par exemple, l'amas de Coma que regardait Fritz Zwicky. Et surprise, on a vu qu'il y avait énormément d'émissions de gaz très très chaud, l'émission thermique de gaz chaud. Alors, quand on dit chaud, c'est 100 millions de degrés. Donc très très chaud. Il a la température d'équilibre du viriel, c'est-à-dire que la température équivaut à l'énergie potentielle de l'amas. Donc il est à l'équilibre dans l'amas. Mais sa masse est très grande. En fait, toute la matière ordinaire, c'est du gaz d'hydrogène, donc ionisé évidemment, mais toute la matière ordinaire dans un amas de galaxies est là-dedans, c'est-à-dire dans le gaz très chaud. Il y a 10 fois plus de masse dans le gaz très chaud que dans les galaxies, toutes les galaxies réunies. Donc ce Zwicky, il avait ce facteur 100 qui était beaucoup trop grand parce qu'il n'avait pas vu les rayons X, il n'avait pas vu toute cette masse qui, au début, on s'est dit, ça y est, on a trouvé la masse manquante, elle est là. Mais en fait, non, il en restait encore. Normalement, la masse manquante, elle est 5 fois la masse baryonique, hein, on a vu, mais pas 100 fois. Donc Zwicky, il n'avait pas vu qu'une grande partie était ailleurs. Enfin, il fallait avoir l'œil en rayons X. Donc aujourd'hui, on cartographie la matière noire avec des lentilles gravitationnelles. Ici, vous avez un amas de galaxies, vous voyez plein de petits arcs. Alors ces petits arcs, c'est la lumière émise par des galaxies de fond. Ces galaxies de fond émettent des photons vers nous, et ces photons sont déviés par la masse de ces galaxies, et à chaque fois, c'est un petit peu comme de l'optique, vous avez un tesson de bouteille, et puis vous regardez votre paysage dans le tesson de bouteille, mais vous avez quelque chose qui est déformé en forme d'arc ici. Et donc c'est ça, et donc tout ça, on en a des lentilles, des arcs forts, hein, un peu comme ça, on a des arcs forts, mais toutes les autres petites galaxies derrière sont aussi déformées. On les voit moins parce que ce n'est pas en forme d'arc, mais on est déformé énormément, comme ce petit schéma le montre. Vous avez des galaxies de fond, vous avez un amas de galaxies là, vers la ligne de visée qui est ici, et ici on voit tous les arcs, toutes les petites galaxies sont orientées selon la déviation, un petit peu comme vous mettez de la limaille de fer pour cartographier le champ magnétique, et ici, toutes les petites déformations des millions de galaxies vous donnent le champ gravitationnel de la matière noire, en fait, total, mais essentiellement la matière noire. Hein. Ici, on voit les petites galaxies en bleu. Ce sont les galaxies qui vont traverser les filaments cosmiques et arriver à nous déformés. Donc c'est avec ça qu'on fait des cartographies de matière invisible. Donc on les voit, on fait des cartographies quand même. Alors j'en viens maintenant à cette découverte de l'énergie sombre en 1998. Alors comment a-t-on découvert ça? Eh bien, il nous fallait un autre indicateur de distance. Pourquoi? Les céphéides n'allaient pas assez loin, n'étaient pas assez lumineuses, et les groupes, là, Perlmutter, Riess et Schmidt, qui ont eu le prix Nobel pour ça d'ailleurs, ont découvert des chandelles standards, toujours des supernovae de type 1A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des supernovae qui sont encore plus brillantes que les supernovae de type Crab. Le Crab est une supernovae de type 2. C'est une supernovae qui a éclaté en fin de vie, une étoile en fin de vie qui brûle tout son combustible, éclate et fait une supernovae de type 2. Là, ici, c'est plutôt une étoile binaire dont l'un des compagnons est une naine blanche, très concentrée, et puis l'autre est une étoile normale. Donc le gaz de l'étoile normale tombe sur la naine blanche et ça fait une explosion encore plus forte que les supernovae de type 2. Voici l'illustration de cette étoile binaire où l'étoile ordinaire perd de la masse, tombe, et lorsqu'il en tombe à une très très grande quantité,
ça explose le système qui est détruit d'ailleurs par cette explosion. Et on a cette courbe de lumière. Ici, la luminosité en fonction du temps. Vous voyez que c'est... Alors, on ne l'observe pas au début parce qu'elle n'est pas assez brillante. Dès qu'on l'a observée, on la suit. On a un pic et une décroissance. Et à nouveau, un peu comme pour les céphéides, la période dépend de la luminosité intrinsèque. Donc, on peut en déduire la distance de ces objets. Alors pourquoi c'est toujours un peu standardisable? C'est que ça dépend un peu de la radioactivité du nickel, qui est quelque chose d'atomique universel, et d'une supernovae à l'autre, c'est toujours les mêmes processus de radioactivité qui font décroître cette courbe. Donc voici, exemple, on a des galaxies où on a une étoile toute seule que l'on voit, alors que là, vous ne pouvez pas voir l'étoile toute seule. Parfois, même l'étoile est plus brillante que toute la galaxie. Donc c'est quand même quelque chose qui peut aller très loin. Donc on a pu remonter le temps. Quand on regarde loin dans l'univers, on remonte le temps. On a des objets qui nous envoient leurs rayons depuis des milliards d'années, donc on remonte le temps. Donc on a pu remonter, et c'est ainsi qu'on a pu découvrir. C'est un indicateur de distance, si vous voulez, qui est indépendant de l'expansion de l'univers. Jusque-là, on pouvait regarder juste le décalage vers le rouge. On appliquait la constante de Hubble. On se disait, cette galaxie est à cette distance-là. Maintenant qu'on a un indicateur de distance indépendant de l'expansion, on s'est aperçu qu'elles étaient beaucoup plus loin. Alors voici les calibrations des échelles de distance. Quand on a des petites distances, on a un parallaxe, des effets géométriques de parallaxe. Ici, on a les céphéides. On a aussi les masers, j'ai montré cette galaxie. On a des masers de l'eau, par exemple, qui sont tellement puissants qu'on peut avoir une très très grande résolution angulaire, en ayant des radiotélescopes sur toute la Terre et des lignes de base qui font 12 000 km. À ce moment-là, on a une mesure géométrique de la distance, car on a la vitesse, le rayon. Comme c'est une vitesse keplérienne autour du trou noir central, on peut avoir la distance de façon géométrique. Donc on a pu calibrer avec des centaines de masers comme ça. On a aussi ici les céphéides qui sont calibrés avec les supernovae de type 1A, ces fameuses supernovae avec les naines blanches, et ainsi de suite. Donc on a une échelle de calibration. Ce n'est pas les mêmes calibrateurs qui font les distances à tous les niveaux. Là, on le regardait avec le Hubble. Maintenant, on a quelque chose de bien plus sensible, le James Webb télescope, qui nous fait 6 mètres de diamètre. On peut le regarder beaucoup plus loin. Donc, on peut suivre l'expansion. Alors, on s'est aperçu de quoi? Eh bien, regardez la distance en fonction du redshift, qui normalement, c'était la constante de Hubble. Mais en fait, c'est plus que la constante de Hubble. Quand on regardait le résidu, ici, ça ne se voit pas bien, mais ici, vous regardez le résidu, ici, le delta M, delta luminosité, et vous voyez que toutes les mesures avec les supernovae, elles sont au-delà de ce qu'on aurait pu voir avec la constante de Hubble avec un oméga lambda égale 0, ce que pendant tout le XXe siècle, on a supposé que lambda est égal à 0 parce qu'on n'avait aucun moyen de le mesurer. Maintenant, on le mesure et on voit que c'est compatible avec ce oméga M 0,3 et 0,7, ce que j'ai donné au début, 30% de matière, 25% de matière noire et 5% de matière ordinaire, et puis 70% d'énergie noire. Donc on a détecté ça déjà à cette époque-là, avec les distances que je vais reproduire tout à l'heure. Alors, évidemment, au début, certains se sont dit, est-ce que vraiment ces indicateurs de distance, ils ne sont pas un petit peu biaisés parce que, par exemple, vous auriez très loin des supernovae qui auraient beaucoup de poussière, elles apparaissent plus faibles, donc c'est pour ça qu'elles sont plus loin et qu'on a conclu que l'expansion de l'univers était accélérée. Tous les objets qu'on a mesurés vraiment, ils étaient beaucoup plus loin que prévu. Alors certains ont dit, peut-être c'est la poussière. Et en fait, quand vous regardez la couleur, là, bleu et rouge, et le redshift, alors malheureusement, on a mis en rouge ce qui était décalé vers le rouge. En fait, rouge par la poussière, ce serait là-haut. En fait, c'est plutôt bleu, hein, c'est plutôt vers le bas. Donc les supernovae lointaines, elles étaient plus bleues que les supernovae proches. Ça veut dire que ça ne pouvait pas être la poussière qui rougissait ces supernovae. Donc cet argument a disparu. On a vraiment mis en évidence que ces supernovae, enfin les supernovae qui étaient indicateurs de distance, elles nous montraient que les galaxies étaient beaucoup plus loin que ce que nous disait la loi de Hubble le maître. Donc voici ce qu'on en a conclu. Ici, on a des petits schémas qui vous indiquent que nous sommes dans le plan ici, nous sommes au temps présent, c'est le plan ici. Alors si l'univers était décéléré jusqu'à présent, on pensait que l'expansion de l'univers était décélérée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que de la matière, de la masse qui normalement retient l'expansion. Donc on devait décélérer au plus constant.
ou alors une expansion simple. Là, pour l'instant, on mesure une accélération. Ça s'accélère, ça s'accélère. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est répulsif. La gravité n'est qu'attractive. Il faut un élément qui soit répulsif et qui explique l'accélération des expansions. Donc on est dans ce modèle-là, et vous voyez qu'on a résolu plusieurs problèmes, parce que si vous êtes là et que vous dites que vous avez une accélération, ça veut dire que dans le passé, eh bien, l'univers était plus âgé. Alors ça a résolu un problème, parce que lorsqu'on en était là, en 1998, eh bien, il y avait beaucoup d'étoiles dans la Voie lactée qui se sont formées au début de l'univers et qui étaient plus âgées que l'âge de l'univers. Donc là, il y avait un gros problème. Maintenant que l'âge de l'univers il est de 13,8, 14 milliards d'années, on n'a plus ce problème. Donc les étoiles ne sont pas plus âgées que l'univers. Donc là, ça doit être vrai. Donc. Alors les distances, tous les indicateurs qu'on essaie maintenant de voir, eh bien, mesurer la distance des objets, vous voyez, c'est crucial. On a vu que les céphéides, on a vu que pour déterminer l'expansion de l'univers avec Hubble, on a vu les supernovae. Et cette distance, pourquoi c'est essentiel? C'est qu'une fois qu'on a la distance, eh bien, on a tous les paramètres de l'univers en fonction du temps. Alors, les distances, il y en a plusieurs en astrophysique. Ça, c'est difficile intuitivement. Lorsqu'on est tout proche, là, toutes les distances sont égales, c'est-à-dire la distance dans laquelle vous regardez la distance angulaire, c'est-à-dire à quelle distance doit être l'objet pour que je le voie sous cet angle-là. Ou alors la distance luminosité, c'est la distance à laquelle est l'objet pour avoir une luminosité qui est en 1 sur 4pi d2, la distance au carré. Et ces distances ne sont pas les mêmes. La distance luminosité, elle croît plus vite avec le z, 1 plus z au carré, que la distance angulaire. Alors là, on s'arrête à 0,5, mais si on va jusqu'à z égale 2, enfin en log ça fait 100, des grandes z, on voit que la distance luminosité continue à accroître quand on s'éloigne. Par contre, la distance angulaire décroît. Alors ça veut dire que des objets très lointains, si on a passé ce pic, des objets très lointains nous paraissent plus gros que des objets proches, pour les mêmes types d'objets. Alors pourquoi? Bon, on peut dire que c'est peut-être qu'il y a un effet de l'antigravitationnel de l'univers, en quelque sorte, mais tout ça, ce n'est pas intuitif, et il faut le prendre en compte. Mais en tout cas, on sait que ces distances sont fonction de h, de oméga lambda, d'oméga m. Si vous pouvez les mesurer, vous avez, en fonction du temps, la nature de l'énergie noire, en fait. Est-ce que oméga lambda est constante? Est-ce que c'est une énergie constante gravitationnelle, constante de cosmologique, ou bien elle va varier et c'est une quintessence, hein, quelque chose de dynamique, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on cherche à avoir. Hein. On est aujourd'hui dans le temps présent, on a un Big Bang. Alors tout ça, c'est à peu près, on sait que on peut regarder que dans le passé. Hein. Dans le futur, on ne peut pas, on peut juste le prédire, mais ça c'est difficile. Alors, on voit qu'en regardant le passé, on peut prédire soit une énergie noire qui est constante, soit une contraction, ça on n'est pas du tout dans ce niveau-là, soit un big rip. Alors à quoi ça correspond? Quand on regarde l'accélération, hein, A seconde, c'est l'accélération de la taille caractéristique A de l'univers, et bien elle dépend de ρ plus 3p sur C2. Alors, vous voyez que normalement c'est décéléré, si tout est positif, mais pour que ce soit accéléré, il faut que la pression soit négative. On va l'appeler P égale W, ce fameux W qui est inconnu, avec ce facteur d'énergie noire, avec ρ. Alors il y a un C2 ici, on a fait C égale 1. En général, on fait beaucoup de simplifications, mais il y a un C2 ici. Et il suffit que W soit inférieur à moins 1 tiers, vous voyez, si W est inférieur à moins 1 tiers, vous commencez à avoir ce terme qui est négatif, qui va compenser le ρ, et donc ce terme-là va être positif, et vous aurez une accélération et non pas une décélération. Donc dès que W est inférieur à moins 1 tiers, c'est bon. On est dans les observations, c'est compatible. Alors si vous avez une constante cosmologique, c'est W égale moins 1. Maintenant, si c'est inférieur à moins 1, c'est assez peu physique. Mais certains auteurs de science-fiction s'en sont pris là pour dire il y a un big rip. Enfin, je pense que certainement, il vaut mieux rester à W égale moins 1, constante cosmologique pour la plus basse valeur. Alors comment on va le mesurer? Eh bien, j'ai parlé au début d'oscillations acoustiques. On avait vu que dans le fond cosmologique où le plasma, c'est-à-dire les baryons chargés, étaient en équilibre avec les photons, il y avait des oscillations acoustiques, il y avait des ondes acoustiques. Et la plus grosse, là, l'horizon sonore, eh bien, lorsque on a recombinaison et que tout se sépare, les photons et les baryons, à ce moment-là, l'onde est gelée. L'onde est gelée dans la matière.
et elle va juste s'accroître par l'expansion. Donc on va essayer de mesurer ces ondes acoustiques qu'on appelle ondes acoustiques baryoniques maintenant, puisqu'il y a plus, les photons ne sont plus, sont découplés. On les appelle BAO, hein, en anglais, BAO, c'est l'inverse. Et puis à diverses époques, on va les mesurer à diverses époques, et on saura, c'est une règle standard en quelque sorte, on saura quelle est l'accélération, le degré d'accélération ou décélération de l'univers, donc on connaîtra la nature de la matière noire et de l'énergie noire avec ça. Donc c'est ça qu'on va regarder. Alors voici ce qu'on avait comme contrainte sur ces fameux oméga lambda et oméga m en 2012. Vous voyez ici on avait une contrainte, alors tout ce qui est possible c'est les barres d'erreur en quelque sorte, c'est une figure de mérite par les supernovae qui nous donnaient les distances. Ici vous avez ces fameuses BAO qui étaient très incertaines à l'époque, et puis le fond cosmologique, le Big Bang ici, la carte de Planck par exemple. Et en 2024, vous voyez qu'on a réduit énormément les barres d'erreur, surtout les BAO. Alors, ce n'est pas les mêmes couleurs. Les BAO qui étaient vertes sont devenues bleues ici. On a réduit énormément. Comment? En faisant des relevés de millions de galaxies, avec un survey qui s'appelle IBOS ici, et qui a réduit énormément les barres d'erreur qu'on avait là-dessus. Hein. Ils sont devenus, alors les supernovae aussi un petit peu, on a découvert plus de supernovae. Et vous voyez que Planck a réduit aussi cette incertitude-là. Alors, le croisement de toutes ces barres d'erreur nous donne les valeurs qui sont toujours 70% et 30%. Donc, on n'a pas changé de valeur, on a juste les rendues plus précises en quelque sorte. Elles sont toujours compatibles avec une constante cosmologique. Alors, surtout quand on regarde la variation de ce fameux W. Alors, comme je disais, si W égale moins 1 et qui ne varie pas dans le temps, donc A de T, enfin le WA va être 0. Alors, on a ici WA, la variation de ce W. En fonction de W0, on voit qu'une constante cosmologique, ce serait moins 1 ici et 0 là. C'est encore compatible avec toutes les BAO, les supernovae. Il y a quand même des tas de diagnostics, dont je ne détaillerai pas, du fond cosmologique, le CMB avec Planck, qui ont l'air de s'éloigner. Il y a quand même des tensions là. On ne sait pas trop. Plus on arrive à réduire les barres d'erreur, plus on aura des tensions et plus on va peut-être détecter quelque chose qui n'est pas une constante cosmologique, qui sera peut-être une quintessence ou une dynamique. Ça sera intéressant, parce qu'en effet, comme le disent certains théoriciens, il y a un problème d'ajustement fin. Alors quand on le met en log, c'est beaucoup plus frappant. Hein. Ici, on a mis le log du rayon caractéristique de l'univers. Alors ici, on a les 3 minutes après le Big Bang, 14 milliards d'années. Vous voyez, on a rétréci cette période-là. Et on sait que l'oméga lambda, il est négligeable pendant tout le début de l'univers. Puis c'est seulement maintenant qu'il commence à dominer, et après ce sera 100%. On l'a déjà dit au début, 100% dans quelques milliards d'années. Et puis on arrive juste à une période où on a 70-30%, et comment se fait-il qu'on est à cette période? C'est ça qui paraît un peu suspect pour essayer de trouver autre chose qu'une constante cosmologique. Il y a aussi des idées qui ont été par quelques personnes, hein, qui ne sont pas vraiment complètement établi, mais certaines personnes en sont dit que peut-être que cette expansion accélérée est une illusion du fait qu'on a supposé un univers homogène et que finalement, à petite échelle, il n'est pas du tout homogène. On le voit bien qu'il y a des galaxies, il y a des vides, il y a des amas de galaxies, etc. Il y a un énorme contraste entre les densités et les endroits vides. De supposer l'univers homogène, c'est une grosse approximation, alors sans doute à grande échelle, mais à petite échelle, c'est très contrasté. Donc ça veut dire que les équations d'Einstein que je remets là, et qui sont des dérivées partielles assez complexes, eh bien, de prendre la moyenne de la densité en disant que c'est moyen, et puis qu'on dérive plusieurs fois, ce ne sera pas du tout de prendre la moyenne des dérivées et la dérivée de la moyenne, pas du tout. C'est non linéaire. Donc il est possible que, évidemment, les densités qui localement sont plus grandes que la densité critique vont faire un big crunch, on aura un amas de galaxies avec le big crunch, et puis les vides vont être de plus en plus en expansion, donc on aura une expansion accélérée dans les vides, et peut-être que ça ne s'annule pas. Alors il y a tout un débat. En 2016, Green et Wald avaient dit ben non, cet effet-là est négligeable, etc. On en redira quelques mots dans une certaine séance, puisqu'il y a eu un renouveau de cette théorie. Et puis, je vais essayer de faire une petite analogie avec l'inflation. On reprend un petit peu cette évolution de l'univers dont j'ai décrit tout à l'heure avec une inflation, le fond cosmologique, l'âge sombre, etc. Pourquoi? Parce que
cette inflation, ça ressemble un peu, c'est une expansion, une dilatation de l'espace exponentielle, et ça ressemble, alors ce n'est pas du tout les mêmes constantes, hein, puisque ça se passe en moins qu'une seconde, 10-30 secondes, un très grand facteur, mais c'est un petit peu la même loi que l'expansion accélérée de l'univers aujourd'hui. Donc on pourrait peut-être s'en inspirer. Alors pourquoi il y a une inflation, hein? Cette inflation avait été décrite par Alan Guth et aussi par André Linde dans les années 80, parce qu'il y a un problème de l'horizon, de platitude de l'univers, et puis aussi de trouver la source des fluctuations primordiales qui ont donné naissance aux structures de l'univers. Alors le problème de l'horizon, il est assez facile à voir, c'est que l'horizon, c'est quoi l'horizon optique, c'est au lieu de la vitesse de la lumière, c'est qu'une région, elle va être causalement reliée que si la lumière peut aller dans tous les endroits de cette région-là. Or, à partir du Big Bang, la lumière, elle parcourt une certaine longueur, mais qui est ct, c'est la vitesse de la lumière, et le temps à partir du Big Bang jusqu'à ce moment-là. Alors, par exemple, si on est sur autant à 380 000 ans après le Big Bang, c'est tout court, c'est justement la dernière surface de diffusion qu'on voit avec le satellite Planck, eh bien, l'horizon à l'époque, il est tout petit. C'est la distance parcourue par la lumière en 0,3 millions d'années. Ce n'est pas 13 milliards. Donc cet horizon est tout petit. En fait, là-dessus, il fait 1 degré. Donc ça veut dire que sur cette surface que l'on regarde aujourd'hui, hein, on est là, nous, on regarde cette dernière surface de diffusion, très loin, et on voit 40 000 horizons. 40 000 horizons, ils sont tous à la même température, mais alors à 10-5 près, puisque les fluctuations sont que 1 pour 100 000. Vous voyez qu'il y a une impossibilité. Elles ne sont pas reliées, pourtant ils ont exactement la même température à 10-5 près. Donc c'est ça qu'on appelle le programme de l'horizon. Comment on le résout? Eh bien, en disant que tout ce qu'on voit là, ça vient de la même région de l'univers, donc qui était causalement reliée, qui s'est dilatée de façon exponentielle en moins que 10-30 secondes d'un facteur 10 puissance 30. Donc tout ça viendrait de la même région de l'univers. Pendant cette période d'inflation, l'horizon, la lumière a été immobilisée, elle ne peut pas aller assez vite, et donc l'horizon n'a pas grandi. Donc ça résout ce problème d'horizon. Ça résout aussi l'univers de la platitude. J'ai dit que la courbure était nulle, et ça, c'est toujours été un problème, parce que cette courbure nulle, c'est-à-dire oméga, toutes les sommes des oméga égale 1, eh bien, c'est un état instable. Si vous regardez le temps, même en secondes, 80 secondes après le Big Bang, si vous êtes un chouïa au-delà de 1, eh bien, tout d'un coup, ça s'en va, et c'est bien plus fort que 1. De même, si c'est inférieur à 1, ben, ça va s'en aller vers le bas, c'est-à-dire courbure négative, courbure positive. Vous voyez, en quelques secondes, on s'en va de 1 de façon exponentielle. Donc c'est bizarre qu'après 14 milliards d'années, on soit toujours à une courbure nulle. Alors si vous avez une inflation, ça résout le problème, puisque, vous voyez, vous gonflez ce ballon énormément, plusieurs dizaines, facteur 10. Et donc nous sommes dans un plan tangent ici. Évidemment, on a l'impression que c'est plat, mais c'est certainement une énorme sphère qui a gonflé, et on est juste sur un plan tangent. Donc 2 problèmes résolus, cette inflation. Et le 3e problème résolu, c'est qu'on a trouvé la source des fluctuations primordiales que l'on voit dans cette dernière surface de diffusion, dans le fond cosmologique, ici à 10-5 près. Alors qu'est-ce que c'est? On suppose qu'on sort de l'inflation avec les fluctuations du vide. Donc il n'y a rien au départ. On a l'impression qu'on va pouvoir faire de la matière avec rien. Vous allez me dire, c'est magique, mais ça peut marcher. On va voir pourquoi. Alors ici, on a des fluctuations qui, normalement, en mécanique quantique, on a des fluctuations de l'ordre de 10-35 mètres. C'est l'échelle de Planck, c'est tout petit, tout petit. Donc on va les dilater de manière à ce que ça arrive jusqu'au centimètre, donc que ce soit macroscopique. Et donc on a des fluctuations qui vont être macroscopiques, qui vont pouvoir se développer avec la gravité et devenir des galaxies, des filaments cosmiques et des galaxies aujourd'hui. Mais l'univers serait vide au départ. Alors, est-ce qu'on peut vraiment gagner de l'énergie gravitationnelle de cette énergie noire? En fait, cette énergie noire, cette inflation, cet inflaton. En fait, j'ai essayé de faire une petite animation que j'ai trouvée sur Internet, en fait, pour dire que, par exemple, imaginez que vous ayez cette énergie du vide. Cette énergie du vide, on l'a dit tout à l'heure, que ça pouvait être représenté par, tout d'un coup, création d'une paire particule-antiparticule qui, tout d'un coup, redevient à 0 après. Donc ici, on vous tire un piston, et si vous tirez, vous devez fournir un très grand travail
Pourquoi? Parce que vous allez avoir un volume qui est de plus en plus, si l'énergie est presque constante, il y a beaucoup plus d'énergie, vous avez de plus en plus d'énergie. Si vous comparez ça avec la situation d'un gaz parfait, où la pression par rapport à la densité est positive, hein, vous n'avez pas P égale moins mais plus, à ce moment-là, si vous avez une grosse pression, le piston s'en va tout seul, vous gagnez de l'énergie. Ici, vous avez donné de l'énergie. Donc on voit bien que l'énergie gravitationnelle, qui normalement est négative, elle est de signe opposé. Et donc c'est cette énergie qu'on va pouvoir prendre pour créer de la masse et créer les particules. Donc on ne crée pas on crée à partir de rien, mais avec une énergie qui va devenir matière, une énergie gravitationnelle. Alors ici, on peut parler d'inflaton, je ne vais pas en dire grand-chose parce que je vois que l'heure tourne, mais que cet inflaton, c'est un champ scalaire qui a en chaque point une valeur phi, hein, par exemple, hein, un peu comme le champ électrique, mais le champ électrique, ça a une certaine valeur en tout point, mais c'est un vecteur, ici c'est un scalaire. Il intervient dans le T mu, et donc il a une courbure par l'équation d'Einstein. En fait, beaucoup de personnes ont dit que ça doit être dû à une brisure de symétrie. Cette brisure de symétrie, je donnerai juste ce principe ici. Vous avez un univers symétrique au départ, et donc la valeur du champ scalaire phi, la valeur à l'équilibre, c'est la valeur 0. Admettons qu'il y a une transition de phase avec un univers qui brise sa symétrie. À ce moment-là, vous avez une espèce de faux vide, ce qu'on appelle un faux vide, là, le point blanc. Pourquoi? Parce que vous avez un état métastable, c'était à l'équilibre avant, mais maintenant, la nouvelle position d'équilibre est ici, avec un phi qui n'est pas nul, et donc le système va avoir tendance à rouler vers cet état de moindre énergie, dans l'état d'équilibre, et donc c'est ça qui va peut-être créer cette inflation. Ici, si je mets à 3 dimensions, hein, l'énergie au départ, avant la brisure de symétrie, est ici, ensuite elle va tourner ici, tomber dans un état d'équilibre plus fort. Alors qu'est-ce que c'est que cette brisure de symétrie? Alors à l'époque, très très tôt dans l'univers, on aurait déjà la symétrie électromagnétique et la force faible qui seraient déjà réunifiées. En fait, il pourrait s'agir de la force forte et la force électrofaible qui seraient réunifiées dans ce qu'on appelle Grand Unified Theory. Ce qui n'est pas sûr, hein, c'est une spéculation, mais serait peut-être dû à ça. En fait, on n'a même pas besoin, dans certains cas, comme au début, on est tellement concentré qu'on a atteint l'échelle de Planck, qu'on a des courbures qui sont chaotiques. Hein, on a la mécanique quantique ou la gravité, on n'a pas résolu encore ce problème, mais on peut penser que la courbure est indéterminée. Donc on a une mousse de l'espace-temps ici. Les fluctuations sont tellement grandes que ce champ-là dans l'inflaton, eh ben, il varie énormément, et puis il va tomber doucement vers son puits de potentiel ici. Donc on n'a même pas besoin d'un changement de phase, d'une brisure de symétrie. Ça, c'est l'idée d'Andrei Linde, qui parle d'inflation chaotique, parce qu'ici on a beaucoup de fluctuations qui sont dues à la mécanique quantique. Donc là, on en parlera plus tard. Et en tout cas, je voulais faire le lien avec l'énergie noire. Donc certains ont fait le lien en disant qu'en fonction de la densité, en fonction du temps, un peu le diagramme qu'on avait fait au début, où on avait la matière et le rayonnement qui n'avaient pas la même décroissance, ici vous auriez l'inflaton qui descend énormément et qui deviendrait l'énergie du vide qui ensuite redomine. Donc on pourrait avoir peut-être le même champ scalaire, bref. Donc en tout cas, quand on regarde ce qu'on est en train d'essayer de découvrir, qui est encore un grand mystère, on voit que l'astrophysique et l'infini va se relier à la physique quantique de l'infiniment petit. Donc là, on pense que notre méconnaissance de la gravité quantique, malgré tous les efforts que l'on a fait dans le XXe siècle avec la théorie des cordes, etc., est encore inconnue, et c'est peut-être ça qui va nous débloquer la situation. On parle aujourd'hui de théorie d'éther d'Einstein. Ça, c'est assez ironique, puisque au XIXe siècle, on avait un éther. Juste pour... Enfin, il y avait Arago et Fresnel qui parlaient d'éther parce qu'ils pensaient que l'aspect ondulatoire de la lumière était des ondes qui se déplaçaient dans l'éther. En fait, on a vu que tout ça était faux, donc peut-être nous sommes dans cet état où on pense que c'est faux. Alors, je n'ai rien dit sur la matière noire. On verra dans les séances futures que peut-être à partir de cet état standard, il faut peut-être trouver des neutrinos ou bien des WIM qui seraient la matière noire. On dira quelque chose, donc là je n'ai pas le temps d'en dire. Je vais terminer en disant que, comme on le voit ici, l'historique de la constante cosmologique a beaucoup d'accros. Elle a été créée en 1917
Elle a disparu dans tout le XXe siècle. Elle revient en 98 en force. Cette fois-ci, on a des faits qui montrent qu'elle est là, cette énergie noire. La matière noire, on ne sait toujours pas ce que c'est depuis 1937. On sait quand même depuis 1980 qu'il s'agit de particules exotiques. On a supposé qu'il y avait une supersymétrie, mais on ne l'a pas vu, cette supersymétrie dans l'accélérateur. Donc le mystère est quand même entier. On voit qu'il va falloir résoudre peut-être la mécanique quantique associée à la gravité. Et donc, on verra peut-être gravité modifiée et tout ça. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais laisser mon collègue parler d'inflation.